Bonsoir à tous. Le 20 octobre prochain, vous élirez vos 8 représentants valaisans au Conseil national. Canal 9 met en scène les candidats dans une série de débats. Il y en aura 6 avec un décor. Cette année, nous avons choisi les établissements scolaires. Nous sommes ce soir au collège de la Royale Abbaye de Saint-Maurice que nous remercions bien entendu pour son accueil. Nous allons parler économie pour ce premier débat. Je vous présente mes 5 invités. Emmanuel Amos, bonsoir. Bonsoir. Pour le Parti socialiste du Valais romand, vous êtes chef de groupe de l'Alliance de gauche au Grand Conseil et puis également conseiller municipal à Ventône. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. À vos côtés, Jean-Pascal Fournier, candidat pour les Verts, ancien président du parti cantonal. Bonsoir à vous également. Bonsoir. Et puis on continue les présentations avec vous. Carole Fourère, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez le PDC du Valais romand, ancienne secrétaire générale du parti, députée suppléante et vous présidez actuellement les syndicats chrétiens du Valais. Je ne suis plus députée suppléante, Je suis ancienne députée suppléante, effectivement, c'est juste. Pour le Parti libéral radical, Mélanie Follonier, bonsoir à vous. Bonsoir. Constituante et puis membre du Conseil général d'Ayen, c'est juste aussi. C'est Chef exact. de groupe d'ailleurs. Oui, voilà, merci à vous d'être là avec nous ce soir. Enfin pour l'UDC, Yvan Rillon, bonsoir à vous. Multiples casquettes également, député et conseiller municipal du côté de Crans-Montana. C'est cela. Avec 3 chapitres, on va parler d'économie. La première question, elle est évidente. Comment créer de la richesse, des emplois qualifiés en Suisse, puisqu'on est dans un scrutin fédéral, en Valais également. Deuxième question, celle de la promotion des femmes dans l'économie au poste clé. On en a beaucoup parlé dernièrement. Enfin, dans un troisième temps, nous nous intéresserons à l'économie verte, dont on parle également beaucoup, avec notamment la mobilisation de la jeunesse. Nous sommes ensemble pour 50 minutes, 1 heure à peu près. Premier chapitre, comment créer de la richesse en Suisse et en Valais. Alors on va regarder les chiffres pour commencer. Alors les chiffres nous disent que les économies suisses valaisannes, eh bien, elles croissent d'année en année, 2% attendu pour 2019. Peu de chômage aussi si on compare en tout cas aux pays voisins, entre 2 et 3%, chômage incompressible. En dessous, ça sera difficile d'aller. Et pourtant, si on va au-delà des chiffres, des industriels qui nous disent les conditions cadres ne seront pas optimales, on parle de pression fiscale, et puis de la main-d'œuvre qualifiée, puisqu'on est ici dans le Chablais, et c'était très criant dans le Chablais, de la main-d'œuvre qualifiée qu'on n'arrive pas à trouver avec de nombreuses entreprises qui doivent importer de la main-d'œuvre, mais également des ingénieurs qualifiés de France voisine et parfois même d'Italie voisine. Alors on va parler, pour commencer, justement de cette économie qui croît, comment booster encore cette économie. Mélanie Follonier, je vais commencer avec vous. Est-ce que tout est question de conditions cadres? Il faut simplement alléger la pression sur les entreprises et les entrepreneurs. Alors, je ne suis pas persuadée qu'on peut dire que ça repose seulement sur les conditions cadres, mais effectivement, je pense que c'est un des postes clés qu'il va falloir revoir. Mais dans ces conditions cadres, il y a plusieurs éléments principaux. Vous avez parlé de la fiscalité. Effectivement, il faut que, entre autres, le Valais soit fiscalement intéressant pour les entreprises. Après, je ne pense pas non plus que ça va être le seul point clé sur lequel on doit travailler. On va devoir travailler aussi sur tout ce qui est les conditions de travail plus flexibles pour avoir un droit du travail un peu plus moderne. Et puis aussi, je pense qu'il y a toute la mobilité qu'on va devoir effectivement mettre en avant par rapport à ça pour que les entreprises aient envie de venir s'installer chez nous et puis puissent continuer à se développer. Emmanuel Amos, est-ce que vous pouvez partager ce constat? Alors, non seulement on doit agir sur la fiscalité, mais pas seulement. Écoutez, pour savoir quelle économie nous souhaitons pour le futur du pays, il me paraît essentiel de revenir un petit peu sur l'historique de ces 10 dernières années. Comme vous l'avez dit, notre pays, la Suisse, a bénéficié d'une bonne croissance ces 10 dernières années. Mais cette croissance n'a profité qu'aux très hauts revenus et aux grosses fortunes. Les quelques augmentations de salaire qu'ont eu la classe moyenne a totalement été absorbée par l'augmentation des primes maladie. Aujourd'hui, il y a une réelle nécessité à redonner un petit peu de pouvoir d'achat, de redonner du pouvoir d'achat à la classe moyenne. Et typiquement, l'initiative du PS qui parle de diminuer les primes maladie va dans ce sens. Si on reste sur les entreprises, là, on descend au niveau du citoyen, les entreprises. J'y viens. Au niveau des entreprises, donc Madame Follonier a parlé de diminuer la pression fiscale sur les entreprises. Mais ce que je souhaite, moi, c'est qu'on aille un petit peu plus sur le terrain et qu'on aille discuter justement avec les industriels. J'avais été à la table de l'économie en 2018, où il y avait des grands patrons de l'industrie valaisanne, et ces grands patrons
avant, leur principale préoccupation, c'était de trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Si on diminue les revenus pour le canton du Valais, comment voulez-vous que l'État puisse investir dans les bâtiments et dans la formation? Comment on aurait réussi à faire venir les PFL en Valais? Comment on aurait réussi à reconstruire un nouveau bâtiment sans que l'État ait des moyens à disposition? Donc l'enjeu n'est pas au niveau de la pression fiscale, l'enjeu est au niveau de la main-d'œuvre. Nous en parlerons tout à l'heure, je crois. On fera un tour de table sur la main-d'œuvre. On continue le premier tour de table sur les conditions cadres. Jean-Pascal Fournier. Moi, ça m'interpelle quand même quand on parle de croissance, parce que ça fait 40 ans que les politiques, les économistes parlent toujours de la croissance. C'est un fait. Oui, les économies croissent. Mais c'est un fait. Mais je pense que on doit se poser cette question de la croissance et de la consommation, qui est soi-disant le moteur de cette croissance, parce que c'est quasiment toujours le même remède que l'on applique. Or, aujourd'hui, il y a quand même une réalité physique auquel on fait l'impasse, c'est à savoir qu'on est dans un monde fini, avec des ressources qui sont limitées. Est-ce qu'on va continuer sur cet ancien modèle économique, un modèle basé sur le profit à court terme, finalement sur une société Kleenex, du tout jetable, sur une société du gaspillage? Moi, ça m'interpelle quand même. C'est le cheval de bataille des Verts. C'est important, parce qu'on ne peut pas continuer de faire croire qu'on va développer notre économie et raser gratis. Alors croître n'importe comment, non, on vous a compris, mais croître tout de même, créer de la richesse, créer des emplois, c'est essentiel pour le pays, c'est essentiel pour la Suisse également, et le Valais. Évidemment, mais je crois que nous avons toujours défendu cette idée, où nous allons aborder, je pense, le chapitre de l'économie verte. Je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse des ressources naturelles qui sont finies. On ne peut pas continuer d'épuiser notre planète. On consomme aujourd'hui 3 fois notre planète. Et j'ai l'impression qu'autour de la table, on continue d'avoir ce discours quand même d'un développement économique infini. Et ça, évidemment, c'est une réponse que l'on doit apporter. C'est une révolution qui nous attend avec le réchauffement climatique, avec la chute de la biodiversité. Nous devons complètement repenser notre modèle économique. Alors croître, oui, mais pas n'importe comment. Si je résume votre pensée, Yvan Rion, comment on fait pour que nos entreprises créent plus de richesses ? Alors pour rester très proche des dernières décisions du peuple, c'est les RFFA, la réforme fiscale, où effectivement, pour parler de réelles conditions cadres, elles ont été nettement améliorées. On va expliquer parce que c'est compliqué. Vous étiez sur le plateau quand on en a débattu. Je ne suis pas sûr que tous les spectateurs aient tout compris ce qu'on disait. Il y avait encore 4 autres politiques. Donc RFFA, on a diminué la pression sur les entreprises suisses et valaisannes. Et on a augmenté un petit peu la pression sur les multinationales. Voilà, juste pour résumer la votation. Absolument, c'était essentiellement sur cet aspect-là pour nous remettre dans les lignes de l'OCDE qui trouvait que la Suisse avait un régime fiscal trop favorable. Et en lien, c'est le financement de l'AVS qui a été mis en place avec 2 milliards de francs par année. Mais revenons sur ces conditions cadres. Je dirais que comme dans toute économie, on apprend les premières choses, il faut avoir un port, voire un aéroport. Et je pense que dans toute la réflexion, on veut amener des entreprises de l'extérieur, du know-how extérieur et tout ce que l'on veut, mais là vraiment c'est un élément clé de trouver à améliorer tout le service de notre aéroport. Et pour venir sur le côté des Verts, c'est bien entendu avec M. Fournier, je lui dirais, il m'a beaucoup appris dans le vert, je dirais c'est le messie de la verdure, et je crois que l'on doit avoir, sans vouloir écarter cet aspect, que l'on veuille ou non, il faut être en quelque part attentif et pas du tout renier cette problématique, mais sans tomber dans la sinistrose climatique. Pour en revenir à ma question de départ et brièvement, trop de pression fiscale, trop de paperasse aussi pour les entreprises, on peut le résumer comme cela ? On peut le résumer, je dirais, avec ce qui s'est fait avec cette réforme fiscale, les entreprises au niveau fédéral, puisqu'au niveau du Valais, on devra y revenir, pas plus tard que cet automne, les propositions nous seront faites par le département des finances de M. Roberto Schmidt et les propositions seront faites pour la loi fiscale cantonale et par voie de fait pour les communes. Carole Fouret, représentante du PDC, on ne vous a pas encore entendu. Comment on crée de la richesse ? On va aller à question simple. Il faut déjà parler diversification au niveau de l'économie. Et c'est vrai qu'on vient de voter RFFA. En fait, au niveau fiscalité, c'est vraiment comme une caisse à outils à disposition des cantons pour réformer leur fiscalité. Et là, nous sommes dans le Chablais.
Le canton de Vaud a déjà réformé sa fiscalité. Alors c'est bien évident que le canton du Valais devra se pencher aussi sur sa fiscalité, sans oublier les compensations sociales. Et il faudra trouver le juste milieu, soulager nos entreprises, aider nos entreprises. Évidemment, moins de bureaucratie, on n'en discute même pas pour moi. Par contre, il ne faut pas que ça soit au détriment du citoyen et de la classe moyenne qui, un jour, devrait devoir payer plus d'impôts. Et c'est vrai que, comme il a dit, il n'y a pas que la fiscalité, il y a les infrastructures. On a une autoroute dans le Haut-Valais qui n'est pas encore terminée. Au niveau des CFF, il faut qu'on ait des meilleures cadences, des meilleures correspondances. Le deuxième tube du Lötschberg, il doit aussi, c'est sur la bonne voie, mais ce n'est pas terminé. Et aussi l'aéroport de Sion. C'est un bijou, cet aéroport, quand même, hein, même si c'est peut-être pas très vert d'avoir un aéroport en Valais. Mais pour l'économie, je pense qu'on doit mettre en avant cet aéroport. Mais ce n'est pas la ville de Sion toute seule qui peut assumer ça. Alors Jean-Pascal Fournier, j'imagine qu'un aéroport, ça ne vous parle pas forcément. La mobilité douce, oui. Par contre, les transports, les CFF, à développer, à améliorer. Oui, alors dans les conditions cadres, évidemment, les infrastructures sont quelque chose de très important. On doit effectivement mettre beaucoup plus de moyens pour les transports publics. On sait qu'il y a une demande très forte pour ces prochaines années, en lien aussi avec la démographie, qui a fortement évolué ces dernières années en Valais. Mais par rapport sur le chapitre de la fiscalité, alors je pense quand même que nous avons actuellement de très très bonnes conditions et il ne faudrait pas descendre dans une spirale que je crains fortement. On sait que le projet du Conseil d'État avec une fiscalité prévue à 12,66 sauf erreur pour les PME, enfin en tout cas assez basse, m'inquiète parce qu'il est très important que l'on ne prive pas l'État qui doit faire face aussi à des impératifs très importants. Il y a des enjeux d'infrastructure, de formation et pour cela il faut des moyens. C'est très important et moi je crains cette concurrence fiscale, finalement cette concurrence qui nous attire vers le bas entre cantons et ça je pense que c'est très négatif. Il y a beaucoup d'économistes comme le professeur Daflon qui l'ont dénoncé. Il faut vraiment éviter d'aller dans cette voie-là. Mélanie Follonier, attention à faire trop de cadeaux fiscaux aux entreprises, même si je le précise, quand on entend les entrepreneurs, ils nous disent que jusqu'à 150 000 francs, je crois que c'est de chiffre d'affaires, hein. Yvan Rillon, je parle sous votre contrôle d'expert ou de bénéfice, ça vaut la peine le Valais, au-delà ça vaut plus du tout la peine. Est-ce on va laisser la parole à Mélanie Follonier, est-ce qu'il faut éviter de faire trop de cadeaux fiscaux aux entreprises ? Alors effectivement, je pense qu'il ne faut pas qu'on soit un canton qui offre tout à toutes les entreprises. Après, je pense quand même qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Et il n'y a pas de miracle. Le canton, il doit être attractif pour les entreprises qui doivent venir. Et il va falloir forcément mettre en œuvre cette réforme-là dans ce sens-là. Si attractif que ça, le canton du Valais ? En l'état actuel des choses et jusqu'à connaissance du projet de la loi cantonale qui sera appliqué aux communes, il faut savoir que l'impôt sur la fortune des entreprises sur ses fonds propres, c'est des impôts à des taux qui sont exorbitants et largement non concurrentiels avec les autres cantons. C'est jusqu'à 5-7 fois et en plus, on impose l'outil de travail. Donc je pense que là, les modifications, j'en ai pas connaissance actuelle. Ces modifications vont dans ce sens de réduire l'impôt sur l'outil de travail qui est propre pratiquement à notre canton et réduire aussi cet aspect sur les fonds propres. On retrouve le même effet au niveau des personnes physiques. Il ne faut pas l'oublier non plus, un impôt sur la fortune de l'ordre de 0,3 à 5% alors qu'on a des taux négatifs. Donc vous voyez que là aussi on est un petit peu dans une impasse et il faudra trouver une solution. Je partage aussi le fait qu'il ne faut pas tout donner, mais il faut que ce soit raisonnable dans l'aspect de l'imposition de ces sociétés nouvelles ou anciennes qui sont sur notre canton. Manuel Amos, vous secouiez la tête avant quand votre voisin de gauche parlait. Non, j'allais dans son sens, dans le sens de la concurrence fiscale intercantonale ne fait pas de sens. Le professeur Daflon l'a démontré, il disait que lorsque un canton baisse ses impôts, les 40 entreprises qui sont arrivées, une trentaine venaient du canton d'à côté. Donc quelle richesse a concrètement à ce niveau-là été créée dans le pays ? Pratiquement aucune. Il y a une réalité. Et je vous invite à aller discuter avec les industriels, à aller discuter avec les chefs d'entreprise pour connaître réellement quels sont leurs besoins pour permettre le développement de leur activité. Je le répète,
Ils ont besoin d'infrastructures de qualité, ils ont besoin de personnes formées et pour cela, il faut des moyens à l'État. Et c'est pour cela d'ailleurs que dans le projet de consultation, M. Schmitt proposait un taux d'impôt autour des 15%. La droite demandait de diminuer ce taux d'impôt et au final, la proposition qui a été faite, elle a été présentée en conférence de presse, c'est de monter jusqu'à 17%. Donc dans son projet de consultation, suite au projet de consultation, M. Schmitt a clairement suivi nos recommandations. Alors on va en venir justement aux besoins des entreprises. On va donner un exemple très concret puisqu'on est dans le Chablais. Entreprise Aïsa à Vouvry, à quelques kilomètres d'ici. J'ai fait un reportage il n'y a pas si longtemps que cela pour l'émission écologique. Le gros problème de ce patron, donc c'est une entreprise phare dans son domaine d'activité. Quand on a un tube de dentifrice le matin à la maison, il est produit par les machines qui sortent de l'entreprise Aïsa, leader mondial ici en Valais. Le gros souci, c'est de la main-d'œuvre qualifiée, non seulement de la main-d'œuvre de base, également des ingénieurs. Il doit importer en France voisine, bien entendu, également en Italie. Donc, il y a forcément un problème, Mélanie Follonier. Comment est-ce qu'on fait pour donner à nos patrons valaisans la main-d'œuvre qualifiée dont ils ont besoin ? Alors, je pense qu'il y a toute la filière de la formation professionnelle et de la formation continue qu'on devrait valoriser un peu plus fortement que ce qui est en train d'être fait maintenant. Et puis, je pense qu'aussi pour avoir fait des études et arriver sur le marché du travail plus tard, je pense qu'il y a aussi quelque chose à revoir peut-être dans le système de formation en essayant de créer des contacts entre les personnes qui étudient peut-être plus longtemps que ce qui était le cas avant et puis le marché du travail futur dans le canton dans lequel il va travailler, essayer d'intégrer des stages interentreprises, etc. au moment de la formation pour justement déjà créer des liens et que les gens aient, entre autres là en l'occurrence on est en Valais, envie de revenir en Valais pour travailler ensuite et puis toujours effectivement valoriser les compétences qu'on a dans notre canton pour que les gens aient envie de venir y travailler. Carole Fourer, certaines filières pas assez valorisées. Moi j'avais une autre idée, peut-être aussi un peu extrême, mais orienter peut-être la formation. On sait qu'en Suisse on produit, on forme beaucoup d'employés de commerce, beaucoup de banquiers, il y en a peut-être trop, former d'autres professions. Mais il existe différents. C'est envisageable ça ou c'est on une peut pas utopie ? forcer quelqu'un à faire un emploi. Par contre, on peut rendre certains métiers plus sexy. On peut. Dans le Et puis salaire, ça, c'est forcément. pas forcément le salaire. Pas forcément. Il n'y a pas que le salaire dans les conditions. C'est une partie du problème. C'est une part du problème, le salaire, mais il n'y a pas que ça. Et c'est vrai que maintenant, il y a des fonds professionnels de formation et qui font aussi de la promotion. On a un salon des métiers. Donc, je pense qu'il faut vraiment continuer là-dedans et axer beaucoup plus. Et l'industrie aussi doit axer beaucoup plus dans la promotion de ces métiers, rendre ces métiers intéressants. Et il faut dire qu'en Valais, on a quand même quelque chose d'unique en Suisse, avec DIARC et la HESO. Elles sont dirigées par la même personne, François Seppet. Ça veut dire qu'on a vraiment le monde de la formation et le monde de création d'entreprises, le monde économique qui travaillent ensemble. Et moi, je suis vraiment pour continuer dans ce genre de modèle où la formation doit travailler avec les entreprises et encore plus maintenant avec les industries. Et si je reviens par rapport à la formation continue qui est très importante, il y a dans le pipeline de l'État du Valais une loi cantonale sur la formation continue des adultes et il devrait y avoir un fonds cantonal qui est créé pour la formation continue des adultes. Ça veut dire qu'après, tout le monde pourrait, au cours de sa vie, avoir des formations. Parce que moi, j'ai entendu, il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui me disait, oui, ça fait 20 ans que je fais le même travail dans une industrie et on me dit que j'ai plus besoin parce que je ne corresponds plus, je suis plus à jour de mon travail. Et je ne trouve pas normal, c'est de la responsabilité et de l'employeur et aussi du travailleur d'avoir une formation. Et je pense que c'est vraiment une formation continue et on doit axer. Il y a la formation de base, formation professionnelle, les formations, hautes formations, mais la formation continue et différents fonds dans différentes branches pour faire de la promotion. Yvan Rion, vos solutions à vous ? Tout à fait. Il y a, comme vous le disiez, un écart ou un gap entre la demande de haute technicité, de gens qui sont formés à très haut niveau, et les moyens que l'on est en train de mettre en place. Il faut le savoir qu'on a eu peut-être quelques retards et on en a pris conscience puisqu'il n'y a qu'à voir maintenant le campus Énergie Police, ce qui se fait avec la HESSO. Et il est vrai, là, tout est mis en place maintenant pour
former des gens à très haut niveau. Et pour éviter ce qui se passait à l'époque, les gens allaient à l'extérieur. Je crois que beaucoup d'entre nous sont allés continuer leurs études à l'extérieur. C'était mon cas. Et je crois que là, c'est important à relever maintenant ce qui s'est fait. C'est l'atout majeur de notre vallée avec toute cette base de formation de haut niveau et de futur. Et l'écart, il est là. On ne va pas le compenser en quelques jours et quelques années. Une bonne formation, une meilleure formation, est-ce que cela suffira à mettre en adéquation les besoins des patrons et puis les envies des jeunes qui se lancent sur le marché du travail, Emmanuel Amos? C'est vrai que les formations, les CFC, clairement souffrent d'un déficit d'image. Donc il y a une vraie nécessité à revaloriser l'image du CFC et ça passera nécessairement par une revalorisation également des salaires. Si les gens qui veulent faire un CFC ont l'impression que leur pouvoir d'achat ne sera pas énorme par rapport à une formation haute, une formation universitaire, etc. Il est clair que les jeunes vont s'orienter vers ces formations universitaires. Nous devons également entreprendre une offensive très étendue en termes de promotion des CFC. Moi, je prends simplement dans mon entourage, la plupart des entrepreneurs de mon village ont simplement fait des CFC. Et à ce niveau-là, je pense qu'il devrait y avoir aussi plus d'informations qui est donnée et plus de cours d'entrepreneuriat aussi finalement au sein des écoles de formation. Et moi, je ne sais pas, à l'université, simplement, j'avais des cours d'entrepreneuriat où on m'a donné des outils pour être capable, à terme, de me lancer comme indépendant ou aussi de pouvoir faire de lancer une entreprise. Et il y a une nécessité en termes de rendre ces métiers un petit peu plus attrayants. Ça passe par les salaires et par une offensive très claire en termes de promotion de ces métiers. Alors, rendre les métiers manuels plus sexy, revaloriser certaines formations, les salaires, vous pouvez être d'accord avec ça, Jean-Pascal Fournier? Alors, je signe tout de suite. Pour anticiper peut-être un petit peu sur le débat suivant, je m'intéresserai aussi peut-être aux femmes et à la représentation des femmes qu'on peut avoir pour les métiers. Je pense que là, il y a tout un réservoir sous-estimé malheureusement. Et je sais qu'il y a des efforts qui sont faits pour encourager les femmes à embrasser ce genre de formation. Il y a les journées qui permettent d'inviter les jeunes filles sur les places de travail pour découvrir ces nouveaux métiers. Et là, je pense qu'il y a un vrai potentiel, disons, de recrutement pour nos entreprises. Alors vous me tendez la perche, on parle d'économie dans ce premier débat avec 5 candidats qui postulent à une place au Conseil national. On va parler des femmes. Alors on en a beaucoup parlé, y compris sur Canal 9, dans le cadre de la fameuse grève des femmes, c'était le 14 juin dernier. On va rappeler quelques chiffres qui font mal, 18% de salaire en moins pour ces dames par rapport à ces messieurs dans les entreprises. Trop peu de femmes, voire pas beaucoup dans les postes clés, dans les entreprises, toujours. Un mot de politique, même si ce n'est pas le débat de ce soir, moins de 20% de femmes au Grand Conseil, par exemple, en Valais, c'est très peu également. On va bien entendu rester sur les questions économiques. Je vais commencer avec les deux dames de cette première table ronde. Question salariale, par exemple. Alors, on sait que les incitations ne marchent pas. On fait quoi? On passe à la phase suivante, on impose, on fait mal au porte-monnaie des entreprises qui ne jouent pas le jeu, Carole Fourer. J'ai toujours été personnellement plus pour les incitations que pour la baguette. Ça ne marche pas apparemment les incitations. Mais là, il y a la loi sur l'égalité qui vient d'être révisée. Alors c'est vrai qu'il n'y a non plus pas de baguette derrière. Mais je suis vice-présidente de Travail Suisse, puis dans le cadre de Travail Suisse, toutes les entreprises de plus de 100 employés devront faire ce travail d'égalité, de regarder s'ils respectent bien l'égalité. Sauf qu'elles ne seront pas punies, sauf erreur, si elles ne le font pas. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, on peut faire des incitations à faire une liste des entreprises qui respectent l'égalité, une liste de celles qui ne respectent pas l'égalité. Et j'estime que toute entreprise, même une entreprise qui a 10 employés, là j'habite Savièse, la commune de Savièse vient de faire le petit logiciel Logib. Après, c'est du marketing. Dites-nous ce que c'est, rappelez-nous ce que c'est. Logib, c'est un petit logiciel de la Confédération qu'on applique et puis qu'on peut se rendre compte si on respecte l'égalité dans son entreprise ou dans sa commune. Oups, je paye 20% de moins mon employé que mon employé, donc je vais ça veut l'augmenter. dire qu'après, ça fait une prise de conscience du patron. Et puis ensuite, ce que je veux dire, soit il y a vraiment une inégalité et puis il en discute, il met ça sur la table, soit après, moi je dis, moi je ne comprends pas qu'un patron n'ait pas envie de faire le Logib et puis dire, moi je respecte l'égalité. Ça veut dire, ça donne l'impression que tous les patrons ne respectent pas l'égalité, alors que je pense que ce n'est pas le cas.
Alors Mélanie Follonier, pour que dans 4 ans, lors de votre prochaine campagne qu'on vous souhaite au fédéral, pourquoi pas pour votre réélection, comment ne plus parler de ce sujet une fois pour toutes? Ça sera derrière nous, il y aura l'égalité salariale. Bon, alors moi, je rejoins ce qui a été dit. Je suis aussi contre le fait de mettre en place des contrôles qui, pour moi, en fait, imposerait pas au patron finalement d'avoir une égalité salariale homme-femme. Après, c'est évident que ces inégalités, elles sont choquantes pour tout ce qui est poste égaux, qualification égale, ça devrait plus exister maintenant. Après, je pense qu'un des points clés sur lesquels il va falloir travailler aussi, c'est ces fameuses conditions de travail plus flexibles pour permettre justement une meilleure conciliation de la vie familiale et de la carrière, que ce soit d'ailleurs homme ou femme, et puis de permettre en fait aux femmes qui ont envie d'accéder aux postes clés d'avoir tous les éléments en place pour accéder à ces postes clés avec un droit du travail un peu plus moderne, donc tout ce qui est télétravail, les postes à temps partiel, etc. Je pense qu'il y a quelque chose à jouer de ce côté-là aussi. Emmanuel Amos, beaucoup de choses dans votre réponse sur le contrôle, par exemple, puisqu'il faut contrôler les entreprises et puis les punir via le porte-monnaie. Écoutez, moi ce que je constate, c'est que depuis 4 ans, le PLR, l'UDC ont une majorité au Conseil national. Il y a eu l'opportunité d'arriver à plus d'égalité avec la loi sur l'égalité au niveau du Conseil national. On a fait quelques mesurettes, résultat, des centaines de milliers de femmes dans la rue pour se plaindre que l'égalité n'avance pas. Le droit à l'égalité, dans la Constitution depuis de nombreuses années, force est de constater que ça n'arrive à aucun résultat. Il y a une réelle nécessité à prendre des mesures aujourd'hui légales pour imposer l'égalité. Alors, le PLR et l'UDC, ils sont là. Si je vous dis, Yvan Rion, je vais vous poser la question autrement, que ce n'est pas trop un thème de débat au sein de l'UDC. Votre président de parti nous l'a dit plusieurs fois sur le plateau, l'égalité salariale. Moi, je vais vous recommencer par un petit brin d'histoire. De 86 à 2002, j'étais membre de la direction générale d'un établissement bancaire international. Et pas à ma surprise, mais on a débattu de ça. Effectivement, l'égalité a été mise en place bien avant 2000. Et des femmes et des salaires. Et dans les nominations, et c'est vrai que c'était le premier étonnement lorsqu'on a eu une directrice, membre de la direction générale et autres. Je l'ai vécu, je ne dirais pas que c'est un non-problème. Je suis très conscient de l'impact ailleurs, dans les entreprises. Et vous savez que l'ordonnance a été émise le 21 août, pas plus tard de cette année, par le Conseil fédéral, qui demande jusqu'en 2021 pour les entreprises de plus de 100 personnes de faire l'inventaire, un état des lieux avec des personnes qui vont devoir faire ce contrôle, personnes qui seront formées au préalable. Alors à voir ce que ça va donner à fin 2021. Chaque 4 ans, il y aura un contrôle. Qui est ce contrôle, ça ne me dérange pas, au contraire, ça permettra de savoir où on en est avec cette égalité salaire homme-femme pour lequel je suis tout à fait pour, contrairement à ce que certains de mes collègues UDC pourraient penser. Ok, votre position est très précise sur ce point-là. Jean-Pascal Fournier, vous travaillez à l'État, pas d'inégalité salariale à l'État, c'est juste, m'a-t-on dit. Tout va bien. Je n'irai peut-être pas jusque-là, non, mais c'est clair que dans la fonction publique, en principe, j'imagine que ce principe est mieux respecté. Mais là, je ne peux pas admettre quand même ce qui est dit, on a attendu assez longtemps. Je pense que sensibiliser, informer, je sais qu'en Suisse, il y a une tradition où on n'aime pas imposer les choses, on aime bien fixer des objectifs, et puis si les objectifs ne sont pas atteints, peut-être on envisage un jour de... Mais voyez, ça fait 40 ans qu'on a inscrit ce principe dans la Constitution. Maintenant, je pense que c'est le moment de dire stop, les femmes... On a plus qu'assez de cette inégalité. On a des instruments qui existent. On a la loi sur l'égalité qui permet de déposer aux femmes, de saisir la justice. Mais qu'est-ce que l'on constate? C'est qu'elle ne dépose pas plainte parce que c'est très difficile de s'attaquer à son patron avec lequel on travaille pour se plaindre de ce genre de... Donc maintenant, oui, moi et les Verts, nous sommes favorables à ce que lorsqu'il y a une discrimination qui est constatée, qui est inadmissible, on n'est pas dans le domaine de la morale, on est dans le domaine du droit. Et lorsque l'on viole le droit, il y a une sanction, on doit pouvoir sanctionner ces entreprises. On ne va pas attendre encore 40 ans et discuter dans 4 ans de ce même sujet, ou bien? Carole Fourer, on a discuté une fois pour toutes ce soir et après, on arrête. Alors, au niveau fédéral, ce n'est pas la décision qui a été prise. Et puis maintenant, il y a la révision du droit des sociétés anonymes. Le Conseil fédéral proposait des quotas, en guillemets, 30% de femmes dans les conseils d'administration et 20% dans les directions. Nos conseillers aux États ont accepté, mais derrière, il n'y a pas de sanction non plus. Ils doivent le justifier dans le rapport. Alors, est-ce qu'on veut... Moi, je suis assez sceptique. Je n'ai jamais été pour les quotas, mais c'est vrai que j'arrive aujourd'hui en me disant, peut-être qu'au niveau cantonal, les députés en Valais, on pourrait faire. Mais comme je dis, je ne comprends pas qu'une entreprise n'est pas d'accord aujourd'hui de faire cette analyse.
Au contraire, c'est tout. Bon, peut-être qu'elle aura certains problèmes à résoudre, mais c'est tout bénéfice pour elle, pour son image et pour ses travailleuses et travailleurs. Un tour de table peut-être sur les quotas, Yvan Rion. Mais je le rappelle rapidement, le 21 août 2019, l'ordonnance a été émise par le Conseil fédéral. Je le répète, La loi sur la révision légalité. Hein. C'est l'ordonnance, Ouais, c'est une ordonnance l'ordonnance, spéciale qui a ouais. été éditée le 21 août, pas plus tard qu'il y a quelques jours. Et partant de là, les entreprises de plus de 100 personnes vont être soumises à ce contrôle par des personnes qui seront formées. Un état des lieux sera fait. Je pense que c'est une bonne chose. Là, on parle salaire. Avant les sanctions, Si on- laissons faire. Si on parle, Yvan Rion, si on parle de quotas, pour ou contre les quotas, pour avoir un certain nombre de femmes au poste clé, que ce soit conseil d'administration ou direction des entreprises, oui, non? Je dirais Peut-être. pourquoi pas. Compétences égales et salaire égal, ça ne me dérange pas du tout. Mélanie Follonier? Plutôt contre les quotas, puisque je pense qu'il y a des mesures dont on a tous parlé qui doivent être mises en place et qui doivent permettre d'arriver à une égalité sans qu'on doive mettre en place ces quotas. Moi, je dirais de manière générale, je serais contre les quotas. Normalement, seules les compétences devraient suffire. Mais ça, force c'est est de dans un monde constater que ça idéal, ne hein. marche pas. Ouais. Donc, les quotas deviennent gentiment obligatoires. Monsieur Rion, vous dites que la loi est suffisante actuellement, mais on a accouché d'une toute petite loi. Il n'y aura pas aucune C'est une ordonnance. punition sur les entreprises qui ne respecteront pas ces éléments. Donc, c'est des mesurettes qui ne serviront au final pas à grand-chose. Pas du tout, c'est un état des lieux. Et fin 2021, nous aurons la réponse. On a besoin d'action, monsieur Rion, Cette analyse d'action. représente 46% des salaires en Suisse. Ça ne touche que le 0,9, mais 0,9% des entreprises. C'est 46% de la masse salariale suisse qui va être analysée. Faisons des Alors, il ne faut pas statistiques, sous-estimer perdons non, notre temps. ce n'est pas des et- statistiques, c'est la réalité. Bon, vous l'aimez pas, la réalité, c'est clair, ça ne me dérange pas. Des fois, vous la voyez rouge, moi, je la vois verte. Jean-Pascal Fournier. Bon, moi, comme président... Le vert, c'est vous. Oui, alors le président des Verts valaisans est favorable au quota. Nous l'appliquons dans notre parti depuis plusieurs années. Il n'y a pas la question ne s'est même pas posée. Il y a sur nos listes même plus de femmes que d'hommes, et au final, souvent plus de femmes qui sont même élues que d'hommes. Donc moi, ça, je pense qu'on doit passer, malheureusement peut-être, mais on doit passer par cet outil des quotas pour faire en sorte que ce processus évolue enfin. Parce qu'on discute éternellement de ce sujet et on voit qu'on n'avance pas. Voilà, on a parlé ce soir, déjà le temps passe vite, ça fait déjà 30 minutes qu'on débat, encore 10-15 minutes en votre compagnie. On s'est demandé comment créer de la richesse en Valais, en Suisse également, comment faire coller aux besoins des entreprises les envies des jeunes pour leur future vie professionnelle. Là, on vient de parler, bien entendu, des femmes et de l'économie. On va, pour ce dernier chapitre, se greffer également sur l'actualité. Greta Thunberg, tout le monde la connaît, est passée par là, tout comme les jeunes du monde entier. Nous ne pouvons pas continuer ainsi, nous n'avons qu'une seule planète, il faut agir. Alors on ne va pas parler écologie, ce sera l'objet d'un autre débat un peu plus tard dans notre opération spéciale fédérale. Par contre, on va parler économie et développement durable. Ma question est la suivante, comment développer notre économie en misant sur le renouvelable? On en parle beaucoup, avec de nombreux postes de travail à créer dans ce domaine. Est-ce que la Suisse doit se positionner? Et si oui, comment dans ce domaine? Emmanuel Amos, je commence peut-être avec vous. Il y a aussi une stratégie, je la consultais tout à l'heure, valaisanne, pour qu'on soit autonome en 2060. Sauf erreur, ça me paraît un peu ambitieux. Des champs d'éoliennes en Valais, des panneaux solaires sur tous les toits, vous y croyez? Mais à court terme? évidemment, le Parti socialiste est très ambitieux. Ça fait plus de 50 ans que nous travaillons sur la problématique environnementale et nous avons fait de nombreuses propositions jusqu'à aujourd'hui. Le PS a présenté un plan Marshall pour le climat, pour la transition énergétique, pour qu'en 2050, nous n'ayons plus besoin d'énergie fossile dans notre pays. Ça passe par le développement fort de l'énergie solaire et par le développement fort de l'isolation, de l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments. Actuellement, nous avons tous les outils en Suisse pour favoriser la transition énergétique. Le problème, c'est que les incitations de la Confédération ne sont pas suffisamment fortes. Actuellement, la Confédération dépense à peu près 500 millions de francs Ça, c'est pas assez. pour
toujours un biais, un levier qui va à 3 milliards. Ce que le PS propose, c'est d'arriver avec un soutien de la Confédération de 3 milliards qui permettrait un levier de 12 milliards d'investissement dans les énergies renouvelables. Ça développerait un nouveau secteur d'activité. Nous serions à la pointe autant dans la recherche que dans l'industrie du durable. Le plan Marshall, vous l'avez dit, on va le préciser, c'est le plan de relance des Américains après la Deuxième Guerre mondiale, hein, qui ont éjecté des milliards de francs ou de dollars de l'époque, bien entendu, dans l'économie européenne. 12 milliards, ça permettrait quoi, par exemple, d'avoir des panneaux solaires sur toutes nos maisons? Mais pratiquement. Et l'idée est de d'abord prendre les grosses surfaces, d'abord les grandes usines, d'abord les grandes fermes, etc., pour nous passer des énergies fossiles en 2050. Le plan Marshall le propose du PS. Les analyses des scientifiques qui ont analysé nos propositions sont claires. Et aussi, nous avons entrepris, parce que nous ne voulions pas que ça risque d'avoir un impact sur la classe moyenne. Et l'étude a démontré que toutes les propositions, les 40 propositions, n'auraient pas d'impact sur la classe moyenne, mais qu'à moyen terme, elle en bénéficierait. Mélanie Follonnier, ce plan Marshall dont nous parle Emmanuel Amos, c'est réaliste, réalisable. Vous pouvez abonder dans son sens? Alors, abonder dans son sens, dans le sens où effectivement l'économie verte elle doit être une priorité pour tout le monde. Alors le PLR, on nous a accusés de tous les mots en disant qu'on avait fait de ce thème-là un thème de campagne. Vous avez une sensibilité écologique il y a quelques mois. Justement pas. C'est un parti, c'est le PLR a ce thème-là depuis des années, a déjà fait beaucoup d'actions aussi à tout ce qui était Grand Conseil, etc. Et puis je pense qu'effectivement on a des bonnes bases industrielles et des bonnes bases scientifiques chez nous. Et puis la clé finalement, ça va être d'exporter ça au-delà de nos frontières, parce que tout seul, on ne pourra rien faire. Après, je ne peux pas abonder complètement dans le sens du plan Marshall qui va un peu trop. Alors on fait quoi si on ne fait pas ce plan Marshall qui est très ambitieux, 12 milliards, hein, nous disait Emmanuel Amos. On fait quoi concrètement demain, après-demain, pour que l'on vive un peu mieux ici? Mélanie Follonnier, après je vous donnerai la parole. Je pense vraiment que la clé, en fait, c'est d'exporter le savoir qu'on a en Valais et puis de faire valoir ça au-delà des frontières de notre canton, d'aller au-delà de la Suisse, et puis de faire valoir ça. Et puis, en fait, c'est toujours les efforts qui sont faits depuis déjà 20 ans, par exemple, au sein des entreprises. Elles doivent être aussi valorisées. Il y a les entreprises qui doivent jouer aussi un rôle clé là-dedans. Et puis, alors après, oui, les panneaux solaires sur les fermes, sur les grandes entreprises, il faut inciter. Les incitations, on doit les maintenir, mais dans des manières et des proportions raisonnables. Alors, Jean-Pascal Fournier, je vous ai regardé. Le PLR, parti de l'écologie, vous n'êtes pas tellement d'accord. Hein. Non, enfin, moi, j'aurais bien voulu, en tout cas. C'est vous. Non, pas du tout. Hein, non. Moi, j'aimerais bien que tout le monde puisse adhérer à nos idées. Non, je pense que l'écologie doit être le fait de tout. On a tous notre pierre à apporter à l'édifice, c'est très important. Mais quand j'entends que le PLR a fait beaucoup d'efforts dans ce domaine, j'aurais bien voulu que lorsque l'on a déposé notre initiative sur l'économie verte, sur laquelle la population a eu l'occasion de voter il n'y a pas longtemps, malheureusement, tous les partis bourgeois, l'UDC, les PDC, les PLR se sont opposés à cette initiative. Il s'agissait simplement d'inscrire un objectif qui était effectivement ambitieux, hein, de faire en sorte que l'on puisse concilier économie, écologie avec des objectifs. On va devoir sortir des énergies fossiles. C'est inéluctable. Avec la question du réchauffement climatique, on ne pourra pas, on est condamné au succès de gagner, et là, de façon très rapide. C'est-à-dire, d'ici 2025, on ne devrait plus permettre, par exemple, d'avoir des chauffages à énergie fossile, du gaz ou du pétrole. On ne devrait plus mettre sur le marché des voitures à essence ou au diesel. On doit vraiment faire une révolution, mais je ne veux pas faire peur aux gens aussi. Je pense que c'est important de dire qu'il faudra accompagner ce processus. C'est peut-être l'erreur que les Français ont peut-être fait. Il faut accompagner ce processus socialement, économiquement. Il faut injecter de l'argent public pour accompagner cette transformation écologique auquel nous sommes appelés. Mais j'ai l'impression aujourd'hui qu'on va dire oui, on va faire quelque chose, on va continuer. Si on continue au rythme auquel nous évoluons aujourd'hui, nous n'y arriverons pas. Nous devons limiter notre réchauffement climatique à 1,5 degré. Les conséquences
de ce réchauffement climatique sera dramatique si on ne fait rien. Là, on déborde un peu, on est en train de faire un débat sur l'écologie, ce que je ne voulais pas, justement. Je repose ma question différemment, Carole Fourer. Est-ce qu'il faut positionner la Suisse et le Valais comme pôle de compétences dans ces énergies renouvelables? Je parlais d'éoliennes, je parlais également de panneaux solaires. Alors, je suis très ambitieuse là-dedans pour notre canton, pour le canton du Valais. On a de l'eau, on a du soleil, on a du vent, on a des compétences, on a Energy Police, on a André Berchberg qui est venu faire son avion école zéro émission en Valais. Le Valais doit être le centre de compétences suisse au niveau des énergies renouvelables. Quand on l'a dit, on fait quoi? Et comme ça, on sera un canton innovant. On ne sera pas toujours le canton périphérique, le canton qui reçoit l'argent, le canton. Et on doit vraiment montrer à la Suisse ce qu'on est capable de faire. Donc, j'ai beaucoup d'ambition pour notre canton et puis qu'après, évidemment, pour notre pays. Puis bon, on n'est pas tout seul, on a aussi... Yvan Rion. Rapidement, une chose peut-être sur le plan Marshall. C'est vrai, il n'y a qu'à, mais dans une chose, où allons-nous trouver un financement de 12 milliards? C'est beau. 3 milliards, il faut écouter. Qui en induit Mais en le 12, plan Marshall est à 12. Partant de là, donc, vous voulez que les gens maintiennent leur pouvoir de salaire et autres, on va le retrouver où cet argent? Si ce n'est pas par des taxes. Et je ne suis pas du tout pour ce système de taxes. Commençons par la base. Et là, je suis... Des incitations, monsieur. Des incitations de 500 millions. Qui va payer ça? C'est le contribuable, je ne vois pas d'autre. À moins que la Confédération fabrique des billets les jours après les autres, les uns après les autres. Non, mais je pense qu'il y a une prise de conscience de chacun qui doit commencer. Et peut-être certains parlent, et vous parlez de réchauffement, vous le savez que l'EDC, on est moins chaud, on est plus pour un refroidissement de la planète. Et effectivement, pour moi, de refroidir, c'est de prendre des mesures, la preuve par l'acte. Le réchauffement existe, on doit y aller, mais ça doit commencer par son attitude, sa manière de consommer de tous les jours. Et ça, je crois que c'est le plus important. Et ensuite, les grands plans, réfléchissons bien, comment est-ce qu'on va les financer ? Pour le futur de notre pays et de notre économie, il y a une nécessité d'agir et d'agir rapidement. Ce que le plan Marshall du Parti socialiste propose, c'est simplement d'avoir une incitation supérieure à actuellement. Actuellement, on fait des incitations pour 500 millions qui, avec effet de levier, déploient des investissements dans l'économie réelle de 3 milliards. Ce que nous demandons, c'est des incitations de 3 milliards qui généreraient 12 milliards par effet de levier dans l'économie réelle. Vous savez, nos aïeux ont construit les barrages, ils ont eu du courage, ils ont eu l'envie de développer des énergies et d'investir massivement à ce niveau-là. Soyons aujourd'hui autant courageux. Jean-Pascal Fournier. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire M. Amos. Effectivement, je suis désolé de voir aussi qu'il y a un décalage entre les attentes de la population qui sont très fortes. Aujourd'hui, moi, je rencontre plein de gens qui ont envie d'entrer dans ce processus, de pouvoir mettre des panneaux solaires, ce genre de choses. Et finalement, c'est peut-être qu'un petit coup de pouce dont les gens auraient besoin, mais aujourd'hui déjà, l'énergie solaire que l'on produit, elle est souvent meilleur marché que d'autres sources d'énergie. Donc, encore une fois, je pense qu'il faut simplement un coup de pouce de la part des pouvoirs publics pour pouvoir démultiplier. Encore une fois, on n'a pas le choix, on doit y aller à fond les manettes là. Moi, j'ai une question que je voulais vous poser autrement également. C'est un petit tour de table. On est tous d'accord, hein, les panneaux solaires, les éoliennes. Une éolienne dans votre jardin, vous seriez d'accord, Carole Fourer? Quand je dis votre jardin, c'est-à-dire dans votre commune, là, vous ouvrez les volets le matin, vous la voyez, cette grande éolienne. Je crois qu'au Sanetch, il y avait eu des projets de mettre des éoliennes, mais les vents n'étaient trop forts, bien je ne sais plus, etc. Mais... je ne suis pas contre avoir une éolienne qui est dans une zone qui respecte les habitations autour par rapport aux différentes nuisances. Le potentiel de l'éolien est assez limité en Valais. Vous en sortez bien là. Oui, mais je pense que réellement le potentiel de l'éolien est assez limité en Valais. Mais la question n'est pas de demander si moi j'accepterais une éolienne. C'est une question un peu ironique, mais qui est intéressante quand même. Mais actuellement, on aime il bien faut chez les autres en général l'éolienne. On constate très clairement qu'il y a un espèce de refus au niveau de la population par rapport au désagrément de l'éolien. Et c'est pour ça que nous avons proposé de surtout développer l'énergie solaire et de travailler la nuit avec le pompage-turbinage, avec nos barrages. Pour reprendre sur l'aspect des barrages, je crois que là, on a vraiment notre houille blanche qui existe, jusqu'à quand on ne le sait pas, mais là aussi à réfléchir, peut-être les Verts, vous êtes moins ouverts à soit d'agrandissement de barrages, de créer de nouveaux barrages, mais profitons tant que cette eau est là,
allons-y. On parle d'un projet maintenant de l'INRASPI dans notre région. Qu'en est-il? C'est bien, mais ça fait 30 ans que l'on en parle. Pourquoi il y a eu des blocages? Vous le savez mieux que moi. Les Verts ne sont pas nécessairement pour les barrages. Et la question que je me pose, est-ce que dans 20 ans, 30 ans, on aura encore de l'eau? Ça, c'est la vraie question à laquelle j'attends votre réponse et je ne peux qu'adhérer. Parce que répondre. Jean-Pascal là, vous êtes Fournier. le messie dans ce domaine. Non, pas du tout. Non, mais alors évidemment, nous sommes très favorables à l'énergie hydraulique, hein, mais la vraie question, effectivement, qui inquiète d'ailleurs les électriciens, hein, c'est de savoir d'ici 60, 70, 80 ans, quel sera l'état de nos barrages avec la disparition de nos glaciers, parce que c'est ça qui est en train d'arriver. Moi, ça me chagrine terriblement de savoir que nos enfants, nos petits-enfants ne verront plus nos glaciers. Donc, effectivement, c'est de grandes interrogations. Moi, j'aimerais aussi aborder un sujet, c'est celui de l'énergie que l'on ne consomme pas, celui des économies d'énergie, parce que là, il y a un potentiel énorme, gigantesque. Et je ne comprends pas comment on ne travaille pas beaucoup plus sur ce sujet. L'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et de l'autre côté, on achète du pétrole, du gaz à la Russie, aux pays du Golfe. On sait de ce qu'ils font avec cet argent. Je préférerais qu'on défende, même d'un point de vue géostratégique, notre autonomie électrique, énergétique, notre énergie que l'on produit de façon indigène. Et ce sera l'objet d'un autre débat. Emmanuel Lamosse, concluez, parce que ce débat il sera fait par Yves Balmer dans quelques semaines. On parlera effectivement Nous dépensons écologie. la Suisse 10 milliards par année pour acheter des énergies fossiles. Investissons plutôt tout cet argent dans notre pays, ayons le courage, comme nos aïeux, comme ils l'ont construit les barrages, pour investir massivement au niveau des énergies renouvelables et, comme l'a dit M. Fournier, au niveau de l'économie d'énergie dans les bâtiments. Bon, nous avons tous été sages, hein, et il nous reste 5-6 minutes, donc on va en profiter quand même. Hein, on va aller prendre ces 5-6 minutes. Elle a un exercice qui n'était pas prévu. On fait un tour de table. Carole Fourer, je commence par vous. Pourquoi faut-il voter Carole Fourer le 20 octobre prochain dans les urnes? Vous avez 20 secondes. J'ai des compétences, j'ai un réseau en Valais, j'ai un réseau à Berne en tant que vice-présidente de Travail Suisse et je suis une femme. Yvan Rion. Je le dirais tout simplement, je suis un jeune retraité et un jeune Vous avez du politicien. Non, j'ai du temps, mais j'ai aussi surtout des compétences. Une quarantaine d'années dans la banque, dans d'autres milieux tels que le sport et autres. Je pense pouvoir apporter passablement dans ce contexte. Jean-Pascal Fournier et les Valaisans devront voter pour vous parce que, 3 petits points complétés. Parce que les régions alpines sont celles parmi lesquelles qui sont les plus touchées par le réchauffement climatique. Et je pense que c'est important d'avoir un vert des régions alpines à Berne. Je le vois, moi, quand je discute avec des collègues verts plus urbains, eh ben, je pense que j'ai quelque chose à apporter sous cet angle-là. Votez pour Jean-Pascal Fournier et pour Mélanie Follonier également. Pourquoi? Parce que je suis jeune et que je suis persuadée que finalement la politique, ça passe par ça aussi, par un mélange des compétences et des âges qui font qu'on peut avancer. Et puis parce que les cohésions, qu'elles soient sociales ou géographiques, elles me tiennent vraiment à cœur. Emmanuel Lamosse, le mot de la fin, il est pour vous. Vous savez, ma candidature s'inscrit simplement logiquement dans la suite de mon parcours. 12 ans de conseil communal, 8 ans de députation, mais surtout que ce soit moi ou n'importe quel collègue de ma liste qui soit élu homme ou femme, la nécessité c'est de renverser la majorité PLR-UDC au niveau du Conseil national, car là il y a une réelle urgence. Voilà, merci à vous 5. Nous débattions ce soir d'économie à la Royale Abbaye de Saint-Maurice, que nous remercions chaleureusement pour son accueil en compagnie d'Emmanuel Lamosse, Jean-Pascal Fournier, Carole Fourer, Mélanie Follonier et Yvan Rion. Merci à vous 5 en tout cas. Jeudi, nouveau débat. Yves Balmer sera à la baguette. Il sera question de santé. Nous vous faisons vivre la campagne jusqu'au scrutin du 20 octobre prochain. Bonne soirée à toutes et à tous.